On va, pour cette deuxième table ronde, donc évoquer la thématique entre l'hôpital et la ville. Le lien ville-hôpital. On va expliquer ce que ça veut dire globalement, lien ville-hôpital. Et puis quels sont les enjeux pour les libéraux, le public, le privé. Et surtout, comment être mieux suivi quand on est un patient. Et parfois, on est impatient quand on est patient. On verra avec certains de vos commentaires. Alors, pour cette table ronde, j'appelle, et ils sont déjà autour de moi, donc ça tombe bien, vous pouvez les applaudir. Il y a tout d'abord Laurent Sacomano, président de l'Union. Alors je suis désolé, c'est dans l'ordre de passage. Alors c'est vrai que c'est le seul homme. On va dire que c'est parce qu'il n'est pas en parité et que bon voilà. Je suis désolé, ça fait très macho de faire ça, mais ce sera le premier tout à l'heure. Président de l'Union régionale des professionnels de santé et médecins libéraux Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bienvenue à vous. Anne Cresson, qui est de l'autre côté ici, qui est oncologue au centre Antoine Lacassagne, responsable de l'unité Hors les Murs. Et puis Isabelle Pourra, médecin, coordonnateur des programmes d'éducation thérapeutique à l'unité de diététique de Pégoma. Vous venez d'un peu plus loin, donc ça s'applaudit aussi. Et Laurent Sacomano. Non, ça c'est pas vous, c'est Gwenaël Tassé. Voilà, il est là, il s'est dédoublé, je suis désolé. Ça ne fait pas venir plus de monde, donc je vais essayer d'être beaucoup plus concentré. Gwenaël Tassé, directrice de la santé pour la CPAM, l'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Laurent Sacomano, donc on va commencer avec vous. Qu'est-ce que d'abord on entend par ce lien ville-hôpital exactement pour décrypter cette thématique? Merci. Alors tout d'abord, merci pour votre invitation, parce que je crois que les occasions ne sont pas si fréquentes de pouvoir discuter directement avec les patients et avec les représentants finalement institutionnels, aussi bien professionnels de santé qu'institutions, ARS ou caisse d'assurance maladie. Alors finalement, ce lien ville-hôpital, on a l'impression qu'on a, pendant de très nombreuses années, fonctionné sous cette forme de silo. Alors il y avait l'hôpital d'un côté, il y avait les établissements privés de l'autre, et puis il y avait le monde libéral. Et puis après, on pouvait faire encore des sous-distinctions. Dans le monde libéral, il y avait les médecins, et puis il y avait les infirmiers, et puis il y avait les kinés. Et on peut décliner comme ça un petit peu chacune des professions. Donc ce lien ville-hôpital est en train d'être recréé pour essayer de se dire, finalement, une fois de plus, et ça a été dit dans la première table ronde, ce qui est important, c'est le patient qui est au milieu, c'est le patient qu'on prend en charge, et comment on peut essayer d'organiser les choses pour que le patient soit mieux pris en charge et que son parcours de soins soit facilité. Et donc, une des premières solutions, et bien sûr qui est quand même compliquée à faire, parce que ce décloisonnement, on le disait, on a eu la visite de notre ministre de la Santé à Marseille il y a 2 jours, et quand on parle de cloisons, on n'est pas simplement sur des petites cloisons, on est souvent sur des murs très épais, sur des forteresses qu'il faut faire tomber, mais... Et on y viendra sans doute après, sur les exercices coordonnés qui se mettent en place de plus en plus, on a une relation ville-hôpital qui se met en place aussi, petit à petit. Les gens réapprennent à se parler et surtout à formaliser ce qu'ils faisaient déjà depuis très très longtemps, parce que chacun a son réseau, même si tout peut être amélioré et que certains avaient un peu plus l'habitude de travailler avec le monde libéral ou avec l'hôpital, finalement les gens commencent à formaliser un peu plus cet échange. On l'allume pour la prochaine fois. Voilà, je pense qu'il est allumé maintenant. L'Union régionale des professionnels de santé. Quelle est votre mission? Vous nous en avez décrit une petite partie à l'instant. Alors, les unions régionales de professionnels de santé, il y en a une pour chaque profession conventionnée. Donc il y a celle des médecins, celle des infirmiers, des kinés, et je m'arrête là, mais la liste bien sûr est encore longue, puisqu'il y en a plus d'une dizaine. Nous sommes là créés par la loi pour représenter les professionnels de santé libéraux de notre profession, donc sur la région. Donc, par exemple, aujourd'hui, je représente une institution qui a 80 élus et qui représente les 12 000 médecins libéraux de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans l'émission, on est là pour contribuer à l'organisation de l'offre de soins, à la répartition de l'offre de soins. Donc on est des acteurs incontournables et directs à la fois de l'Agence régionale de santé et de la Caisse d'assurance maladie pour réfléchir à une mise en place optimale de l'offre de soins. Voilà, alors je vais utiliser un acronyme et vous allez le traduire. Vous voulez attirer notre attention aujourd'hui sur ce qu'on appelle les CPTS. Ça sert à quoi et qu'est-ce que c'est une CPTS ? Alors, une communauté professionnelle territoriale de santé.
On va continuer dans les acronymes pour donner encore une autre définition. C'était tout à l'heure, on a parlé des MSP, donc ces maisons de santé pluriprofessionnelles. La maison de santé pluriprofessionnelle, on a bien compris le concept qui était de dire on rassemble dans un même lieu différents professionnels afin que le patient puisse venir à l'intérieur de cette maison de santé trouver finalement le soin dont il a besoin. Ça, c'était donc autour d'une patientèle ou de quelques patientèles de médecins. Dans le même état d'esprit, les CPTS donc, ont été créés. Ces CPTS ont vocation à structurer un territoire. Donc là, on n'est plus simplement sur un établissement qui prend en charge une patientèle, mais sur une réflexion sur un territoire de dire comment on prend en charge les patients de ce territoire, comment on se pose les questions des ruptures de parcours de soins qui peuvent exister sur ce territoire et quelles solutions on met en face. Et c'est là aussi que ce lien ville-hôpital prend tout son sens. Parce qu'il n'est pas question au sein d'un territoire de réfléchir uniquement avec les libéraux, uniquement avec un établissement, uniquement avec une MSP. Donc c'est vraiment une concertation et une coordination globale. Alors un travail d'équipe, alors qui se fait grâce à la télémédecine aussi à distance, on le voyait tout à l'heure. Mieux vous organiser pour évidemment mieux prendre en compte le parcours du patient. À quoi il va ressembler de plus en plus le parcours du patient? À quoi il ressemble aujourd'hui et qu'est-ce qu'il sera dans les mois, les années qui viennent? Alors, je vais dire qu'aujourd'hui, il ressemble à quelque chose d'un petit peu artisanal. C'est-à-dire qu'il est fait de façon, j'allais dire, assez spontanée entre les différents acteurs, mais ça manque de formalisation. Alors, on parle de tous les outils, alors que ce soit dossier médical partagé, ça y reviendra après, on parle de télémédecine. Globalement, chaque acteur essaye, tant bien que mal, de faire quelque chose. Alors, il a ses correspondants, il a son contact, il a sa messagerie, il a ses moyens de communication, mais ce n'est pas quelque chose qui est uniformisé. Et uniformiser ce système-là, ça prend énormément de temps. Donc, l'idée, c'est de se dire, au sein d'une communauté, sur un territoire, et bien finalement, on se met à plusieurs autour de la table pour chacun travailler sur des sujets différents, chacun travailler sur des parcours spécifiques de prise en charge de patients, pour pouvoir réfléchir avec comment on met en place le meilleur parcours et quels outils sont nécessaires. Ce qui débouchera après sur une utilisation et une mise à disposition pour tous les autres professionnels de santé du territoire, finalement de ces moyens de coordination qui soient plus efficaces. Alors, exemple concret de bonnes pratiques à mettre en place, parce qu'on a bien compris que pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, et qui permettra un parcours de soins plus efficace. Alors, par exemple, le diabète, qui est une maladie chronique extrêmement lourde pour les patients et pour la société. Aujourd'hui, un patient diabétique est pris en charge par différents acteurs, avec au mieux un petit retour sur le médecin généraliste, mais pas forcément une mise à disposition de tout l'historique de prise en charge du patient. On va pouvoir imaginer qu'avec des logiciels spécifiques de coordination, couplé au dossier médical partagé qui permettra d'avoir cet historique, finalement de savoir presque en temps réel, de savoir quand le médecin généraliste prend en charge le patient, quand le podologue prend en charge le patient, quand l'ophtalmo prend en charge ce patient-là, finalement tous les autres acteurs vont savoir quasiment en temps réel ce qui a été fait, les consultations qui vont avoir été faites, donc d'avoir aussi un retour de se dire globalement, est-ce que le patient a bien bénéficié de son fond d'œil qu'il devait avoir? Est-ce qu'il a bien bénéficié de la consultation chez le podologue? Et donc d'avoir ce suivi un petit peu en permanence. Beaucoup plus précis. Beaucoup plus précis et surtout, là encore, beaucoup plus structuré, beaucoup plus presque automatisé, et avoir aussi le retour du patient, puisque si tout se met en place comme ça, c'est bien aussi au service du patient. C'est ce que j'allais vous demander, les communautés de patients, elles ont leur place aussi dans ce dispositif. Voilà. De quelle manière? Alors, pour l'instant, j'allais dire, elles ne l'ont pas de façon systématique. On a quelques CPTS qui sont bien organisés, qui sont bien avancés, qui commencent à intégrer des patients experts ou des associations de patients. J'allais dire, il faut un petit peu, là aussi, de patience, parce que structurer déjà le monde libéral, faire travailler les gens ensemble, c'est déjà un petit peu sportif. Donc ça veut dire qu'il va falloir se laisser le temps, mais c'est l'objectif, puisque l'objectif est vraiment d'embarquer autour du patient l'ensemble des ressources humaines d'un territoire qui vont permettre d'optimiser sa prise en charge. Donc je crois que dans toutes les CPTS qui se mettent en place aujourd'hui, on en a 5 quand même sur le département qui commencent à être assez avancées. Certaines avec un projet de santé qui est quasiment finalisé, en sachant qu'il va continuer à évoluer au fur et à mesure, mais qui est bien avancé. Dans ces CPTS où c'est bien avancé, les patients commencent à intégrer pour
pouvoir aussi tester le modèle. C'est-à-dire que si un projet de parcours de soins est proposé par une CPTS, l'intérêt, c'est bien aussi que les patients qui y rentrent puissent faire le retour en disant « bah oui, ça correspond bien à ce dont on a besoin, mais regardez, là, ça n'a pas marché ». Et si ça n'a pas marché, eh bien, ça permettra de faire évoluer encore et d'optimiser toujours pareil ce parcours pour le rendre plus fluide, plus sûr et plus efficace. Est-ce que c'est clair? J'ai l'impression que monsieur avait peut-être une question devant, non? Pas particulièrement, alors laissez tomber. Non, c'est parce que non, il vous approuvait, alors pendant vous approuviez ce que disait monsieur Sacomano. Est-ce qu'il y a des questions sur ce parcours de santé du futur très proche? Pour l'instant, non. Ça nous arrange. Ah ben non, alors allez-y, madame. Non, c'est ce que je... Dites... Oui, alors... C'est communauté, donc, professionnelle territoriale de santé. Alors, si on prend sur le département, tout à droite, il y a une CPTS sur la vallée de la Roya qui descend. Oui, c'est vraiment territoire. Donc, ça couvre tout un territoire. Il y en a une sur Nice-les-Moulins qui est aussi très très avancée. Une autre qui vient d'être validée sur la commune de Valbonne-Roquefort. Et puis il y en a 3 autres dans l'Est, dans l'Ouest, je vais y arriver, dans l'Ouest, j'essaie d'imaginer la carte à l'envers. Donc une qui couvre Cannes, Le Canet, une autre Mandelieu, Théoul, et une autre Moinsartou, Mougins, La Roquette. Et il y en a d'autres qui sont dans les cartons, qui sont en train d'émerger, où des professionnels de santé commencent à faire des réunions sur Antibes, sur Grasse. Enfin, probablement ça va avancer. Et un petit point quand même aussi dans cette coordination pour le terminer, puisque Pascal Lamoury est quand même dans la salle, donc au moins on a un représentant des plateformes territoriales d'appui, c'est que tout ce dispositif est chapeauté aussi par un autre, on reste dans les acronymes, les PTA, plateformes territoriales d'appui, qui sont là pour gérer les situations complexes, là aussi sur tout un territoire. Donc on a des plateformes territoriales d'appui où les professionnels de santé peuvent appeler en disant ben voilà, ce patient-là, je ne sais pas comment le prendre en charge. Celui-là, je suis coincé. Qui va les aider au bout du fil. Et puis eux vont débloquer la situation en trouvant la meilleure ressource au meilleur moment. Question. Je sentais qu'il allait y avoir une question. Vous voyez, j'avais pas tort. Oui, donc justement, moi-même en tant qu'organisme, Jean-Michel Offalo, docteur en pharmacie et expert près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, je dirige aussi un organisme de DPC, donc pour toutes les professions de santé. Alors, DPC c'est le DPC, alors oui, les personnes en dehors de... Donc le DPC, c'est la formation continue obligatoire triennale des professionnels de santé. Donc, nous sommes organisme donc enregistré pour toutes les professions de santé. D'accord. Et justement, on a candidaté aussi au niveau de l'appel à projet de l'Agence nationale du DPC sur le DPC interprofessionnel en appui justement des organisations territoriales comme les CPTS. Bon, on aura la réponse d'ici une quinzaine de jours, donc on croise les doigts. Pour faire partie du dispositif. Pour pouvoir justement présenter des actions. Que les pharmaciens puissent interagir aussi. Pas uniquement les pharmaciens, donc le but est interprofessionnel, donc médecins, pharmaciens, infirmières, oui, mais que là pour l'instant les pharmaciens n'interagissent pas encore, c'est ça, sur les communautés. D'accord. Oui. Mais c'est nous, pour nous permettre, nous organismes de DPC, de pouvoir leur proposer des actions de DPC, des formations, des évaluations des pratiques professionnelles, des gestions des risques spécifiques de l'exercice interprofessionnel et pour les aider à avoir un meilleur exercice interprofessionnel. Donc, pour le moment, une difficulté sur laquelle je me heurte, c'est justement alors les CPTS, je sais, elles sont en train de se créer, mais au moins avoir des listes de maisons de santé, de CPTS qu'on peut aller consulter, interroger, parce que la prochaine étape pour nous, si on est accepté, c'est justement d'aller les voir et de leur dire quels sont les thèmes qui vous intéressent et sur quel domaine thérapeutique vous pouvez agir. Bon, mais il faut encore que je les connaisse et avoir les listes. Alors, monsieur vient d'en donner quelques-unes, j'ai vite noté. Alors, on a une spécialiste à côté qui va pouvoir vous répondre précisément. Merci. Non, effectivement, toutes les listes sont disponibles sur le site de l'ARS. Donc, vous retrouverez toutes les MSP ou CPTS labellisées sur le site de l'ARS. Voilà, Gwenaëlle Tassé, qui vous répondait de la CPM. Merci beaucoup. On a présenté ces communautés. On va maintenant voir comment, toujours dans ce rapport ville-hôpital, on peut
chouchouter un peu plus le patient, ou en tout cas s'en occuper de façon plus précise, avec Anne Cresson, oncologue au centre Antoine Lacassagne, responsable de l'unité hors les murs. Vous êtes parfait. Qu'est-ce que c'est cette unité hors les murs, tout d'abord? Alors, hors les murs, ça tombe bien, parce que M. Sacomano disait qu'il fallait abattre les murs. Et il n'y a plus de cloison. Voilà. Le problème, c'est que de plus en plus, les patients sont traités en dehors des institutions. Et bon, moi, je vais vous parler pour le cancer, parce qu'on leur fait des traitements en comprimés, donc ils les prennent chez eux, parce qu'on fait des chimiothérapies ambulatoires en hôpital de jour, donc le soir, ils rentrent chez eux. Et qu'est-ce qui se passe quand ils sont à la maison? En plus, les comprimés, on a l'impression que c'est facile, c'est souvent des effets secondaires encore plus compliqués que les thérapies IV, et le patient, il est tout seul chez lui. Alors, il fallait qu'on crée un lien en fait entre le patient et nous, mais aussi les médecins, les infirmiers qui s'occupent en libéral du patient, et ça c'est important. Donc on a créé cette unité, c'est notre nouveau directeur que je remplace aujourd'hui, qui est M. Baranger, qui m'a permis de le faire. On s'est beaucoup appuyé sur Marseille, qui était plus le centre anticancéreux de Marseille, qui avait déjà commencé cette unité, et on travaille beaucoup avec eux parce que on évite leurs écueils qu'ils ont pu avoir, parce que c'est pas forcément facile. Alors, on devait vous parler aussi d'outils numériques, parce que cette unité, elle a commencé aussi avec la chirurgie ambulatoire. Donc, M. Baranger vous aurait surtout parlé de ça, parce que donc, les femmes sont opérées pour le cancer du sein et elles rentrent chez elles le soir. Et là, il faut savoir si elles n'ont pas d'effets secondaires et comment ça va. Donc, il y a une application qui s'appelle Exolis, et pour le centre, elle s'appelle CalAnew, qui existe déjà en chirurgie. Et donc, les patientes ont des rappels pour nous dire comment ça va, ont des rappels pour dire ce qu'elles doivent faire, mais aussi elles peuvent faire remonter des informations vers le centre. Et il y a des infirmières qui sont derrière cette application et qui peuvent répondre. Alors, c'est en direct toute la journée, mais quand c'est le soir et les week-ends, on leur dit que ça ne sera pas traité immédiatement, donc elles le savent, et elles ont un numéro pour pouvoir joindre un médecin de garde à ce moment-là qui sera sur place au centre Antoine Lacassagne. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que sur l'appli, quand on pose des questions, on a des réponses automatiques, et qu'à un certain niveau de réponse, il y a une réponse qui dit alors, là, vous devez consulter. Il peut y avoir deux types de réponses. Il peut y avoir des conseils, enfin d'abord des réassurances pour dire ça c'est pas grave. Il peut y avoir des conseils, donc avec des textes qui peuvent sortir. Le patient peut faire des photos ou nous mettre des documents qui peuvent nous apparaître. Et si effectivement c'est un grade qui nous semble important, il y a un conseil et un numéro de téléphone qui apparaissent pour que le patient prenne contact avec un médecin ou un infirmier directement dans le centre. Voilà, vous avez dit que CalAnew, au départ, l'idée c'était de désangoisser ces femmes qui sortaient d'une chirurgie. C'est désangoisser suite à un cancer du sein. Et puis mieux les suivre justement. Ouais. Et alors moi ce qui m'intéresse beaucoup, parce que moi je ne suis pas chirurgien, donc la partie chirurgicale est bien avancée et faite, mais moi je veux utiliser cette application et on a déjà acheté le module pour gérer leur traitement, que ça soit leur chimiothérapie intraveineuse et pouvoir là aussi la prévalider à l'avance parce que le patient, ça s'est bien passé, et aussi gérer toutes ces thérapies péros à domicile. Et là, non seulement c'est pour désangoisser le patient et que le patient aille mieux, mais il y a une étude qui a été publiée lors du dernier grand congrès qui est l'ASCO aux États-Unis, qui a montré que l'espérance de vie des patients qui étaient suivis par un outil numérique était meilleure que ceux qui ne l'étaient pas. Donc nous, on fait des grandes publications sur des nouveaux médicaments, et bien simplement en suivant mieux les patients, on peut aussi espérer améliorer cette espérance de vie. Alors nous, bien sûr, ça nous a énormément intéressés, donc on a acheté le module qu'on est en train de mettre en place pour justement la gestion de ces thérapies orales et intraveineuses pour les patients. Et après, en lien à ce que vous disiez tout à l'heure, on veut acheter, mais alors tout ça, ça a un coût énorme, c'est acheter le module pour les professionnels de santé, que les médecins, les infirmiers puissent directement rentrer dans nos dossiers et voir ce qu'ont les patients, et le module patient, que le patient puisse rentrer dans son dossier et accès à ses comptes rendus et accès à ce qui se passe au centre. Voilà, c'est ce qu'on disait dans la table ronde précédente. Alors tout ça, ça doit se faire, c'est un coût important. Alors on discutait un peu tout à l'heure, quel est l'avantage pour le centre ? Finalement, l'avantage pour le centre, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est que vouloir que nos patients soient mieux traités et que ça aille mieux. Parce que pour l'instant, nous, c'est cher. Ouais, c'est un travail ça me donne énorme. plus de boulot qu'avant, en fait. Voilà, nous, on a pour l'instant nettement plus de boulot. Il faut rentrer tous les parcours selon le médicament, quelles seront les alertes, quels seront les conseils. Enfin, c'est vraiment un travail énorme. Mais le but, c'est que le patient se sente mieux, qu'il prenne mieux son traitement et que finalement, ça marche mieux. Quels sont les retours du côté des patients, justement ? Est-ce qu'il y a des questions qu'on vous posait avant qu'on ne vous pose plus grâce à ces réponses automatiques ? Est-ce qu'il y a des reproches qu'on vous faisait, qu'on vous fait moins ou plus ? Alors,
Pour l'instant, c'est vrai que, comme je vous ai dit, c'est délicat pour moi parce qu'on n'a mis que la chirurgie en place. Mais quand même, on a des retours très positifs parce que les patientes sont en général contentes. On a eu, la semaine dernière, on parlait devant les patientes à la Ligue, samedi dernier, et on a eu une critique au début d'une Calanew, et c'est vrai qu'on n'avait pas anticipé ça. Calanew, c'est une réunion sur cette application Calanew. C'est l'application, en fait, Calanew, c'est le CAL et vous, et c'est l'application du CAL qui a été développée par le Centre Antoine Lacassagne. Ouais. Et en fait, une patiente avait reçu des rendez-vous de chimiothérapie alors qu'elle ne savait pas encore, après la chirurgie, qu'elle devait faire de la chimiothérapie. Et ça, c'était un loupé. Pourquoi ? Parce qu'on voulait trop bien faire en prévoyant tout à l'avance pour pas qu'elle perde de temps et pour qu'on soit plus efficace. Mais on n'avait pas imaginé qu'elle recevrait chez elle les rendez-vous directement sur l'application. Bon, maintenant, on sait, on fait attention. Mais il y a eu quelques petits loupés au départ qui nous ont été reprochés avec juste raison. Je pense que de se prendre ça dans la figure à la maison, ça a été un peu dur. Donc maintenant, on fait très attention à ça. Et il faut faire en sorte que ça ne rentre pas, les rendez-vous qui ne sont pas encore expliqués aux patientes dans l'application. Bon, pour l'instant, mis à part ces quelques petits ratés, c'est plutôt globalement efficace et positif. Et les autres projets, vous disiez, on va acheter des modules. Il y a d'autres projets pour élargir ce Calanew ? Dans les modules, il y en a un qu'on a déjà acheté, qui est la téléconsultation. Alors, on a commencé, j'ai fait 4 téléconsultations. Et moi, j'en suis enchantée, parce que c'est beaucoup mieux que de téléphoner au patient entre 2 consultations quand il y a quelque chose qui ne va pas, parce que de le voir, ça apporte énormément. Et puis, ça pourra aussi remplacer des consultations pour des gens qui habitent loin, 1 fois sur 2 en suivi. Ça évite de les déplacer, ça évite les coûts des transports. Enfin, nous, vraiment, c'est quelque chose qu'on veut développer. Donc, on a commencé. Moi, je trouve que ça marche très bien. Et on va développer ça pour des consultations prévues ou des patients qui ne vont pas bien et qui ont besoin de nous joindre entre 2 consultations. Bien, tout ça est très clair. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette application qui permet de se rapprocher de son hôpital ? Alors moi, j'aurais juste une petite chose à rajouter, c'est qu'on ne voudrait pas éliminer des patients par rapport à cette application. Oui, c'est-à-dire que le rôle des aidants, c'est très important, parce que la fracture pour nous, numérique, le rôle des aidants est très important, et on imagine que des patients âgés, même s'ils ne sont pas forcément très bien, il peut y avoir ou leur infirmier ou leur famille qui pourra quand même leur permettre d'avoir l'application. Et alors aussi une chose qui nous tient à cœur, et je crois que là on est les premiers à avoir fait ça, c'est que moi ça me posait problème qu'un patient on pense qu'il sache se servir d'une application alors qu'il ne sait peut-être pas et qu'il nous réponde n'importe quoi. Donc du coup, on travaille avec l'industrie pharmaceutique qui nous aide financièrement, parce que tout ça, ça a un coût important, sur finalement une espèce d'outil dans notre application pour appréhender le fait que le patient sache s'en servir. Donc il y aura un film qui va expliquer aussi où vont être stockées ces données. C'est important, ça aussi, il faut que le patient sache ce qu'on fait de ces données, comment se servir de l'application, et derrière, il y aura un quiz. Et ce quiz pourra être renouvelé, c'est-à-dire quand, par exemple, des patients font de la chimio, qu'ils ont une neuropathie, qu'ils ont des troubles de sensibilité au bout des doigts, et qu'ils sont peut-être pas capables de taper et se tromper de touche, et finalement ça peut être dramatique, et bien on renouvellera ces quiz pour être sûr que le patient soit capable, que ce lien soit toujours aussi bon pour le patient et nous. Voilà, tous nos projets. Eh bien, merci beaucoup Anne Cresson, donc oncologue au centre Antoine Lacassagne. Et bien, on va maintenant partir à Pégomas avec vous. Isabelle Pourra, vous êtes médecin coordonnateur des programmes d'éducation thérapeutique, ce qu'on appelle les ETP en acronyme, donc éducation thérapeutique à l'unité de diététique de Pégomas. Vous êtes spécialiste de cette éducation thérapeutique. En quoi le lien ville-hôpital est important pour vous qui êtes dans ce centre ? Alors, c'est énorme, tout ce qu'il y a à dire par rapport à tout ce que j'ai entendu depuis ce matin. Donc, on voit bien que l'enjeu au niveau de la santé, c'est que les gens puissent travailler ensemble en équipe. Et moi, dans l'équipe, je mets le patient et ses proches. Donc déjà, l'éducation thérapeutique, voilà, il faut, et non pas prendre en charge les gens, mais réfléchir ensemble, travailler. On a aussi, nous, en tant que médecin, je suis médecin, mais je me soigne, donc je commence à muter un petit peu. J'étais médecin libéral et généraliste, je n'ai jamais pu faire d'accompagnement comme je le souhaitais avec les patients. J'ai dû abandonner, malgré les projets de CPTS, de machin. J'adore votre dessin sur tous ces acronymes. Moi,
professionnelle de santé, je ne m'y retrouve plus. Il faut l'envoyer, non Jean-Jacques, plus. parce que je ne l'ai pas vu, moi, je l'ai loupé, le dessin. Voilà. Parce qu'effectivement, je suis allée, par exemple, au dernier Agora de l'ARS, et justement de mettre en place... On s'y perd complètement, parce qu'effectivement, il faut bien structurer, mais pour qui, pourquoi, comment. Donc l'éducation thérapeutique, ça remet en cause tout ça. C'est une opportunité, parce qu'on s'adresse à qui dans l'éducation thérapeutique? On s'adresse aux professionnels, on s'adresse aux patients, aux proches, et on s'adresse aux institutions et aux collectivités. C'est tout ça que ça met en branle. Pourquoi? Parce que quand on a une maladie chronique qui arrive dans sa vie, notre vie explose. Notre vie explose parce que ça explose le lien qu'on a avec soi-même. On n'est plus sain, on n'est plus quelqu'un qui est en bonne santé, on est quelqu'un qui a une maladie qui va avoir à vie. Ça explose la vie. On n'est plus quelqu'un qui est en relation de la même façon avec les autres, que ce soit la famille. Et je remercie Brahim et Wassim qui m'ont donné l'opportunité, là, en 3 phrases, au niveau du stand de CERES, qui est l'autre organisme auprès de qui je travaille, puis c'est un hôpital de jour à Nice, Ouais. on travaille au niveau du diabète et de l'obésité, qui en 3 phrases m'ont dit la problématique. Il a dit, moi je suis venue là, j'ai un problème de santé chronique qui atteint mes muscles et qui petit à petit m'handicape de plus en plus, et je n'ai pas de logement adapté. Ok ? Et son souci, c'est de ne pas être un poids pour sa famille, d'avoir une bonne image pour ses enfants. Et Brahim me dit, moi j'ai l'impression que peut-être je peux être un poids. Et son fils dit, non, mon père n'est pas un poids, parce que peut-être la maladie chronique, ça permet de mettre les priorités dans sa vie. Et nous, on travaille comme ça, c'est ça l'éducation thérapeutique. C'est comment la santé peut être au service de la vie. Et en quoi ça consiste ? Ça consiste à accompagner les gens là-dedans. Et il faut être plusieurs. Il faut avoir le lien avec le médecin traitant. On travaille avec... Les médecins nous adressent des patients. Je suis dans une structure d'hôpital de jour, d'hôpital conventionné, où on va accompagner les gens pendant X jours ou pendant 4 semaines pour que, justement, ils prennent conscience, enfin qu'on prenne conscience ensemble de qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre et qu'est-ce qu'ils ont envie de changer pour aller mieux dans leur vie. Okay ? Et ça passe souvent par des droits sociaux, comme l'a dit Eric, par des informations qu'on n'a pas pour pouvoir aller mieux. Et l'ETP, c'est ça. Ouais. C'est pouvoir s'approprier l'information dont on a besoin pour sa santé, faire valoir ses droits, comment exprimer ses besoins auprès de ses collègues de travail quand on est diabétique et qu'on doit s'enfermer dans les toilettes parce qu'on a honte de faire sa piqûre devant les autres, par exemple. Pourquoi, quand on est en surpoids, effectivement, il faut encore travailler beaucoup plus, parce qu'autrement, encore celle-là, elle ne bouge pas, elle en fait moins, etc. On entend ça. Hein. On leur donne l'opportunité, en les accompagnant, de s'exprimer et de partager ensemble quelles sont les problématiques et de se rendre compte de quoi ils ont besoin, ces personnes, et de quoi nous, on a besoin pour pouvoir les accompagner. Donc, ils doivent s'informer. Je vous prends. Je suis désolée. Hein. Non, mais on a préparé ça ensemble hier. J'avais plein de questions, mais je m'aperçois que j'ai au décidé fur et à de mesure, faire j'aurai plus de autrement. questions, mais c'est très bien enchaîné. Très honnêtement, je suis comme l'assistant, j'écoute avec beaucoup d'attention. Voilà. Quelles informations on donne les gens? Quand moi je fais l'atelier cardiovasculaire pour le cholestérol, je suis bien embêtée parce que les validations sur le cholestérol, elles ont changé. Et les patients, ils ont le droit de savoir que le cholestérol peut-être s'est remis en cause et qu'il faut arrêter de se prendre la tête avec le cholestérol et qu'il y a peut-être d'autres choses à faire en priorité. Bon, excusez-moi, je suis un petit peu... Non, mais c'est très bien. Non. Donc ça, c'est les informations validées par la science. Ouais. Et puis après, il faut apprendre à vivre avec sa maladie. Vous l'avez très bien dit. Monsieur Volé-Jacqui a dit être en bonne santé avec sa maladie. C'est ça. C'est exactement ça. Comment apprendre à changer des habitudes qui, vous le savez, on a beau savoir qu'il faut manger sain, qu'il faut bouger 30 minutes par jour. Est-ce que vous le faites ? Moi, j'arrive pas à le faire. Je suis médecin, j'y arrive pas. J'ai pris 4 kilos parce que j'ai changé de poste de travail. Eh bien, j'essaie, mais j'y arrive pas. Donc, c'est pas si simple de changer ses habitudes. Oui, c'est pas bien. Mais les normes, là, vous savez, il faut se les approprier. C'est ça. Et après, on a la vie. Voilà. Et les jeux, parce que vous faites pas mal de jeux, par exemple, quand vous dites on travaille avec des patients qui sont actifs chez nous. Mais je sais. Mais racontez-nous, par exemple, ce que vous faites pour qu'on ait une meilleure image de soi, justement, par rapport au fait qu'on n'arrive pas toujours à respecter les règles ou prendre correctement ces traitements, ce qui n'est pas bien non plus. Alors justement, on a parlé du biologique. Et dans la santé, on appelle en ETP, on va exposer qu'est-ce que c'est la santé, qu'est-ce que c'est les soins, comment on apprend et comment on est soutenu au niveau psychologique et social. Parce que c'est ça qui est en jeu, en premier en fait. Parce qu'après, aller voir sur Internet ou aller voir avec les professionnels comment il faut faire pour faire sa piqûre, c'est
des fois moins difficile. Par contre, se faire la piqûre et se dire je suis malade, au bout d'un moment, vous ne faites plus votre piqûre. Ouais, J'en parle en connaissance de cause. Okay, donc du coup, comment on fait? Comment on fait concrètement le TP? On accueille les gens, on fait le point avec eux. Qu'est-ce que c'est votre vie actuellement? Comment ça se passe? Parce que les souhaits des gens ne résument pas leurs besoins. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on sait, on a besoin pour aller mieux de ça et ça, mais on ne se rend pas compte dans quelle situation on s'est mis quand on est malade chronique, de résignation, de restriction. On a parlé du lien social, on restreint sa vie, on ne va plus là parce qu'on ne peut plus y aller, on ne va pas manger avec ses copains parce que de toute façon, comme on mange autrement, on se fait charrier, donc on arrête. Voilà. Et donc ça, on va le travailler comment? On va le travailler avec soit en individuel, soit en collectif. Et en collectif, comme l'a dit un précédent interlocuteur, c'est ça le plus important. C'est-à-dire que les gens puissent partager leurs expériences et voir que les problèmes, ils sont partagés et qu'il y en a qui ont trouvé des trucs et des astuces pour aller mieux. Et nous, professionnels, on est autour de la table et on apprend. Gouraya, elle est jeune médecin. Elle vient d'arriver en stage en éducation thérapeutique avec moi. Premier atelier collectif, elle m'a dit mais pourquoi mes collègues ne peuvent pas venir? Si j'étais pas venue, je n'aurais jamais eu accès à cette parole des patients libres qui a échangé. Et moi, médecin, je n'aurais jamais compris 2-3 trucs que j'ai compris qui vont être fondamentaux pour ma pratique. Donc l'éducation thérapeutique, ça fait qu'il faut former les professionnels, mais aussi les citoyens, à réfléchir quelle santé ils veulent et quels moyens on leur donne pour faire. C'est ça que ça explose, l'éducation thérapeutique. Il y a 20 millions de malades chroniques et 8 millions d'aidants, 28 millions de personnes concernées. Et on est tous potentiellement concernés puisqu'on va vivre vieux. Donc à un moment donné, les problèmes cardiovasculaires et les cancers, on en aura. Enfin, je veux pas... Mais le moins possible. Le moins possible des petits cancers qui se guérissent très très bien grâce à la science. Et voilà. Donc, comment on fait? Voilà, on se met autour des tables, on utilise des supports. Ouais. Alors, on a parlé du rire. La roue des émotions. C'est une émotion, le rire. Du rire, justement. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est que les gens, ils sont plus libres. Quand on est malade, on est restreint, comme un escargot qui rentre dans sa coquille. Et comment retrouver cette envie de vivre et ce plaisir de vivre? Eh bien, justement, je regarde monsieur et je dis, si on ne réveille pas cette joie de vivre et ce rire, c'est pas possible. Donc, on essaye de rire au niveau... on essaie de réveiller ça. Vous savez que j'aimerais bien que vous veniez, parce que c'est pas... Moi j'y arrive pas toujours. Voilà. On va faire quelques séjours à Pégoma, ça va bien se passer. Et à Nice, je vous invite à Nice. Voilà. Et du coup, réveiller cette envie. Et c'est en interrogeant les gens et en utilisant des choses sympas. Par exemple, pour le cholestérol, scénario catastrophe. Qu'est-ce qui ferait que monsieur catastrophe, il arrive à avoir un AVC le plus vite possible et le plus grave possible? On rigole bien. On rigole bien parce que ce monsieur catastrophe, il est mort avant les 1 heure de la fin d'atelier. Voilà, qu'est-ce qu'on utilise? Des films, par exemple, qui parlent des problématiques des maladies chroniques. Comment résister à la tentation quand votre fils fête son bac et que vous avez une maladie qui ne vous autorise qu'à manger certaines choses et que l'autre, il vous dit « Allez, vas-y, prends bien un verre de champagne et puis un truc et ça va tout déséquilibrer. » Comment on fait? C'est ça la vraie question. On fait pas du tout, pas faire cartade. On va en discuter. On va en discuter. Je veux dire, après, ça appartient à la personne qui est éclairée par rapport au choix qu'il fait. Moi, ça me dérange pas. Ouais. Ça ne me dérange pas. En fait, c'est une prise de conscience. C'est l'appel au bon sens. J'ai trop parlé. Non, pas du tout. Est-ce que vous avez des questions? Parce que moi, j'en ai plus. Merci. On a un stand, on peut en parler après. Oui, si, je voulais juste dire, parce que comme on est quand même dans une thématique lien ville, hôpital, vous me dites ce qui est bien quand on peut parler à la communauté de santé du patient, c'est que ça crée un lien de confiance entre vous et le patient. Alors, ce lien de confiance, travailler ensemble, c'était le propre de mon intervention, puis je l'ai squeezé. La collaboration, c'est-à-dire le travail en équipe, si on dit qu'on est tous en équipe, pour travailler en équipe, il faut connaître l'autre, il faut avoir confiance en l'autre et respecter les compétences et qu'on ait les mêmes objectifs. Ça, c'est pas gagné. D'accord? Les objectifs de l'institution, les objectifs des professionnels, les objectifs des patients, c'est pas si simple. Donc ça, il faut qu'on ait une formation qui soit adaptée, mais quand moi, on me demande d'intervenir en tant que formatrice en 2 jours pour former à l'ETP des pharmaciens ou des médecins, je dis non.
Je dis on doit se former tous ensemble et c'est pas en 2 jours. C'est pendant les études et après les études. Parce que c'est une révolution, cette éducation thérapeutique. C'est une approche. On ne cherche plus à guérir, on cherche à accompagner. Donc c'est une révolution pour les professionnels et pour les patients qui demandent autre chose aussi. Et je ne vous parle pas de la recherche. Voilà, et 40 heures, c'est pour se rendre compte de ce que c'est. 40 jours pour la formation de l'éducation thérapeutique patient. Je profite juste parce que dans le cancer est devenu une maladie chronique. Et nous aussi, on a mis un programme d'éducation thérapeutique. Et ça semble un peu bizarre. Le cancer, ça semblait pas au départ adapté à ce genre d'éducation, mais le cancer, les patients vivent longtemps avec, et dans des conditions des fois un petit peu compliquées, même pour des choses, nous, qui nous semblaient faciles. Et l'éducation thérapeutique, les professionnels de santé apprennent aussi énormément. Moi, je m'occupe donc au centre de l'atelier d'hormonothérapie. Ce sont pour des femmes qui ont été traitées et guéries pour un cancer, mais qui doivent en préventif prendre pendant 5 ans en général, 10 ans parfois, un comprimé d'hormonothérapie tous les jours. Mais nous, ça nous semblait super facile. Moi, je leur disais, c'est le moment facile du traitement. Je vous donne l'ordonnance, puis vous partez, on se revoit dans 6 mois, tout va très bien. Ah ben pas du tout. C'est le moment où elles se sentent lâchées, c'est le moment où chez elles, toutes seules, tous les jours, elles vont avaler leur comprimé, qui va pas être le comprimé, je serai plus malade, qui est le comprimé, tu te rappelles, tu as été malade, tu vas pas l'oublier. Et pendant 5 ans, si on les lâche comme ça, c'est insupportable pour elles. Et cet atelier d'éducation qu'on fait en collectif, nous, on apprend beaucoup. Et les patientes, elles en sont vraiment, c'est l'atelier qui marche le mieux, alors que ça nous semblait être le plus facile pour nous. Donc c'est vrai que l'éducation thérapeutique, c'est très particulier. Bien que les professionnels, ils pensent que ce qui est bon, c'est de prendre un médicament. Le problème des patientes, c'est je suis toute seule avec mon médicament qui me rappelait ma maladie, dont j'ai pas envie. J'ai beau être malade depuis 10 ans, ça peut revenir à la vitesse grand V. Et qu'est-ce qu'elles disent, les dames ? Je n'ai plus de sexualité. On peut très bien parler de sexualité sans outils. Donc on a même fait des fiches au niveau régional sur comment aider les professionnels à parrer de sexualité. Pour dire que c'est pas gagné, c'est que c'était un des pans majeurs des 5 santé de l'OMS. Je vous montrerai l'étoile tout à l'heure. Mais effectivement, la vie sexuelle de ces femmes sous hormonothérapie, c'est pas à gagner. Et la prise de poids, et la nana, et nanana. Alors, après, moi, ça me dérangerait pas qu'elles fassent le choix de pas le prendre, mais de façon éclairée. Qu'est-ce que j'en ai comme avantage ? Qu'est-ce que j'en ai comme inconvénient ? Est-ce qu'on m'a aidé à le lever ? Et après, je fais un choix éclairé. Après l'atelier, on a toujours là où les réticentes qui veulent pas, c'est exceptionnel qu'après l'atelier, elles le prennent pas. Mais il a fallu 2 heures. C'est quand même un atelier de 2h30, où il y a un pharmacien et moi-même, et il y a entre 5 et 8 patientes. Et en plus, il y a un rôle du groupe qui est extraordinaire, parce on a aussi une patiente témoin qui fait partie de la ligue, qu'on a formée au Centre Antoine Lacassagne à l'ETP, et elle, effectivement, quand elle arrive en disant moi je l'ai pris 5 ans et je suis là, et elle est très féminine, et elle explique ce qu'elle a vraiment ressenti, parce que quand nous on explique ce que les gens peuvent ressentir, c'est pas la même chose. Donc on a dit qu'on pouvait interpeller les institutions. Allons-y. Alors, l'assurance maladie. Vous aviez besoin d'interpeller les institutions. L'ARS et les associations de patients et les patients experts. Moi, je veux co-construire. Vous savez, c'est des grands mots. C'est magnifique et j'adhère à l'idée. Le problème, c'est qu'il n'y a personne. Ou c'est ces personnes qui sont malades, fatiguées, qui doivent prendre des congés pour travailler avec nous, des RTT, des machins. Donc, ils n'ont pas de statut, ils n'ont pas de rémunération. Donc là, voilà. Réfléchissons comment ils peuvent le faire, comment ils peuvent s'inscrire. Ce n'est pas que des retraités qui sont malades et des bénévoles et des gens motivés. C'est dommage. Et au niveau de la formation des professionnels de santé ou de faire des ateliers, ça coûte. En libéral, c'est impossible. Moi, je forme en libéral. Ils n'arrêtent pas de me dire, à l'hôpital, on n'a pas le temps. Le mec qui fait de l'éducation thérapeutique, il est considéré comme quelqu'un qui va discuter. Et pendant ce temps, nous, on fait les soins. Donc voilà. Donc au niveau c'est très difficile. En gros, comment on peut vous aider ? Quel est votre... Moi, je n'ai pas les solutions. Mais c'est les administrations et les institutions et le système de santé qui doit les donner. On ne peut pas tout faire. On nous demande à chaque fois de faire et de prouver que ça va faire quelque chose. Nous, en éducation thérapeutique, on doit faire des évaluations annuelles et quadriennales. Je ne vous dis pas le temps que je passe à ne pas faire ce qu'il faut pour accompagner les équipes et accompagner les patients. Bon. Donc, à un moment donné, c'est ensemble qu'on doit faire. Et l'appel est lancé. Merci beaucoup. En tout cas, à vous, on peut vous applaudir pour ce travail de sensibilisation. Et c'est vrai que ça prend du temps
de parole. Oui, une question. Allez. Oui, enfin moi j'avais une remarque par rapport à l'ETP, parce que je suis une patiente avec une maladie chronique un peu particulière, mais que j'ai depuis ma naissance. Ouais. Et Vous avez été à des cours de TP, c'est ça? Pas du tout, parce Non. qu'en fait j'ai découvert l'ETP pas par des médecins, mais par des recherches sur Internet, et je découvre que le TP existe. Donc je me renseigne, je me tourne, je regarde sur Internet, Ouais. je me dis est-ce que ça n'existe pas? Apparemment, il y a des ETP pour les AVC au CHU de Nice. Les AVC, c'est 500 000 personnes en France. Donc moi, ma pathologie, c'est 125 000 personnes. Donc je contacte, là c'est un parcours usage, enfin... un parcours usagé, on va dire, par rapport à quelqu'un qui s'intéresse à ça. Et je témoigne de ce que j'observe. C'est-à-dire j'ai voulu me former, donc apparemment c'est soit je vais à la Sorbonne, soit je vais à Marseille, soit peut-être le CRES, je ne sais pas, à demander. On parle ensemble après. Voilà. Ouais. Donc ce sont des informations confidentielles que je n'ai pas eues par des médecins, que je n'ai pas eues au CHU. Et la journée d'ETP qui était organisée au CHU a été annulée. Et enfin voilà, donc c'est très particulier parce que il semblerait que ça fasse 9 ans que ça existe. Et moi j'ai l'impression que c'est un énorme échec puisque j'en suis la preuve. Alors, pour moi, c'est un échec et c'est une inégalité de traitement. Et l'un des critères qualité de l'ETP, c'est d'être accessible. J'adore. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est quelque chose qui est... Oui. C'est pas une absurdité parce que ça a l'air très intéressant. Mais on n'a pas les moyens en France. Donc, mais j'ai l'impression que c'est un problème d'information, mais je ne sais pas. Pas que. Après, donc c'est assez nouveau comme réponse que notre système de santé est quand même basé sur le soin curatif avec des médicaments. On est d'accord? Là, on est sur le sport santé, par exemple, on est vachement sur la prévention maintenant. Oui, enfin, je parle du sport santé. Alors, je pense que vous allez vous voir juste après, mais en tout cas, vous avez bien fait d'attirer notre attention sur le fait que vous n'en avez pas eu vent, parce que visiblement, ça manque de c'est un gros problème au niveau politique, l'éducation thérapeutique du patient. L'assurance maladie et l'ARS ont refait une deuxième campagne d'information. Vous avez des grandes affiches derrière les bus, j'en ai vu, sur « Je suis un grand malade chronique et alors ?» Mais vous ne faites pas le lien et vous avez complètement raison. Donc ça veut dire que la campagne n'est pas forcément efficace. Non. Ok. Merci en tout cas pour votre intervention. Donc, au niveau national. Parce qu'on est vraiment limité. Alors, oui, vous allez en parler après ensemble, parce qu'effectivement, on a un dernier petit quart d'heure. J'aimerais qu'on fasse un tour après de la salle et on va passer la parole. Ça va être un balai à nouveau à Gwenaëlle Tasset, directrice de la santé à la CPM. On va parler donc du rôle de l'assurance maladie dans ce lien ville-hôpital, justement. Pour vous, quel est le rôle de l'assurance maladie dans ce lien? Donc le rôle effectivement de l'assurance maladie dans le lien ville-hôpital est important, on l'a vu tout à l'heure. On est en accompagnement de l'offre d'exercice coordonné, donc les fameuses CPTS qui se mettent en place. Mais côté assurance maladie, on a mis en place il y a à peu près une dizaine d'années ce qu'on appelle un programme de retour à domicile suite à hospitalisation, ce qu'on appelle communément PRADO, qui permet en fait une prise en charge du patient suite à une hospitalisation complète à l'hôpital ou en établissement. Et lui permettre un retour accompagné à son domicile. C'est-à-dire qu'en fait, on a des conseillers assurance maladie qui se rendent dans la chambre du patient en accord avec les équipes médicales pour organiser le retour à domicile. Donc prendre tous les rendez-vous avec les professionnels de santé libéraux du patient. Et dès que le patient sort, il sait que le soir, il y a l'infirmière qui vient, la séance kiné peut démarrer dès le lendemain, tout est calé. L'idée, c'est de faire effectivement ce premier lien ville-hôpital. À terme, on l'espère, c'est que l'ensemble des acteurs hospitaliers et de ville s'auto-organisent eux-mêmes et qu'il n'y ait plus ce besoin, et c'est une des vocations à terme de ces fameuses communautés professionnelles de territoire. Mais dans les médias, effectivement, l'assurance maladie joue ce rôle pour faire le lien et faciliter finalement la prise en charge du patient. Alors, de quelle manière concrète vous dites, par exemple, que l'assurance maladie et les pouvoirs publics travaillent également à rendre le système de santé mieux coordonné? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que ce soit encore mieux coordonné demain?
c'est la prise en charge en amont, en aval, c'est ce qu'on a indiqué, et c'est le monde de la santé qui évolue, la prise en charge complète, et on parle d'une segmentation entre l'hôpital et la ville, et on voit bien que ça évolue, et ça va continuer à évoluer, c'est l'orientation qui est prise, et on se dit que d'ici 4-5 ans, on aura complètement changé de paradigme par rapport à celui qu'on a connu jusqu'à présent, mais effectivement, dans l'attente, on a des patients qui étaient hospitalisés, qui devaient repartir au domicile avec une prescription de soins et après un séjour hospitalier qui n'avait pas forcément les moyens d'organiser tout le retour à domicile. L'idée de l'assurance maladie, c'est de venir en facilitateur dans ce cadre-là. Voilà. Et cet accompagnement, il y a 6000 personnes qui en bénéficient dans les Alpes-Maritimes uniquement. Ouais, sur l'année 2019, on a accompagné à peu près 6000 patients au retour à domicile, donc sur différents domaines. Sur effectivement les sorties de maternité, sorties précoces à 48 heures, mais également suite à des hospitalisations pour l'insuffisance cardiaque de la BPCO ou des actes de chirurgie, avec lesquels notamment on est en partenariat aussi avec le centre La Cassagne. Et depuis à peu près 1 an, on accompagne aussi le retour à domicile des personnes de plus de 75 ans. Alors, le patient, on comprend bien, c'est encore une fois au cœur du système, là, et vous me dites, on a pour lui un dossier médical partagé qu'on développe de plus en plus. C'est quoi? C'est un super carnet de santé, plutôt numérique que papier? C'est ça, effectivement, c'est un carnet de santé, et au-delà d'être un carnet de santé pour le patient, c'est aussi un des outils de la structuration du lien ville-hôpital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous aviez tous le carnet de santé bleu, je crois, papier. Le DMP, donc dossier médical partagé, c'est le carnet de santé numérique. Vous pouvez avoir directement sur votre smartphone. Et sur ce carnet de santé, globalement, tous les professionnels de santé que vous voyez peuvent mettre les éléments dessus. Quand vous êtes à l'hôpital, en séjour hospitalier, le compte-rendu d'hospitalisation peut être incrémenté directement sur votre DMP. Vous avez votre propre accès pour pouvoir regarder le contenu du DMP sur Internet. Dossier médical partagé, voilà, je rappelle. Le dossier médical partagé, pardon. Et les professionnels de santé libéraux peuvent également avoir accès pour faciliter la prise en charge. L'idée, en fait, de ce dossier médical partagé, c'est qu'il y a un lien total et une connaissance totale des professionnels de santé des pathologies ou des traitements en cours chez le patient pour améliorer sa prise en charge. Docteur Sacomano, vous l'utilisez ce dossier médical partagé ou en tout cas vous vous y intéressez? Joker. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est super. Vraiment évidemment. Sur le papier ou pas? Alors justement, c'est parce que tout à l'heure j'entendais l'expérimentation qui est faite au Sahel et tout ce qu'on évoque là, je crois qu'il y a le constat de l'objectif que l'on doit atteindre. Et puis il y a tout ce parcours semé d'embûches. Le TP, c'est formidable. Le DMP, c'est formidable. Tous les logiciels de coordination, c'est formidable. Mais quand on a une loi qui prévoit les exercices coordonnés, qu'on signale immédiatement, nous allons être confrontés à une difficulté qui est justement cet outil numérique qui doit nous permettre d'avoir cette coordination. Et que l'on sait que le DMP, ça fait quoi? Ça fait 20 ans qu'on en parle. Ça fait 20 ans que ça s'est promené d'agences gouvernementales, d'agences de la ZIP, puis récupéré maintenant par l'assurance maladie, etc. On se dit que ça, à cette vitesse-là, on n'est pas rendu, quoi. Donc il y en a encore pour 20 ans, vous pensez? Non, je pense que là, ça change. Non, là, ça change. Là, ça change, mais c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'embûches. Le TP, ça fait bien plus que 5 ans. Ça fait, je sais pas, 15 ans, ouais, 10 ans. Voilà, j'allais dire, ça fait 15 ans qu'on en parle, ça fait 10 ans que ça a été institutionnalisé, et on a toujours aujourd'hui quand même des problèmes de financement, d'organisation. Alors là aussi, peut-être que dans les MSP bien structurés, dans lesquels il y aura des salles de réunion, peut-être qu'on pourra... Maisons de santé pluriprofessionnelles, ouais, pardon. C'est vrai. On pourra probablement dans les salles de réunion réunir les patients qui sont pris en charge dans cette maison de santé. Mais pareil, si les libéraux qui veulent faire de l'ETP ont autant de difficultés pour le mettre en place, si les financements sont aussi difficiles à mobiliser, alors il y aura peut-être, et il y aura sûrement encore des solutions, peut-être avec des partenariats dans des centres où des professionnels de santé formés à l'ETP pourront être salariés et pourront dégager du temps. Et pour terminer juste aussi sur la problématique du logiciel de coordination, petit coup de griffe.
Mais donc, on parle des CPTS qui doivent se mettre en place. L'État, la DGOS, Direction Générale de l'Offre de Soins, je suis désolé, il n'y aura plus de place sur la diapo en rajoutant tout ça, mais donc la Direction Générale de l'Offre de Soins met en place une réflexion pour développer un outil permettant cette coordination des soins. Ça fait 1 an et demi que l'appel d'offres est lancé. Maintenant qu'il y a un consortium qui a été sélectionné, il va y avoir encore 6 mois d'appel d'offres subséquents et compagnie, pour un déploiement probablement dans 6 mois ou 1 an. Donc, c'est pour ça comment que tout gagner à du temps l'heure... Parce qu'il faut trouver les subsides aussi. Oui, alors les subsides, oui. Ouais. Enfin, en tout cas, il faut trouver l'organisation. Ouais. Donc, il faut et être pourquoi patient. ça se dilue comme ça Parce que je pense qu'on est en France et qu'on a une volonté normative, administrative qui fait que tout n'est pas simple et tout n'est pas laissé. Voilà. Mais ça change. On va rester quand même positif. Si on voit quand même qu'il y a autant de communautés professionnelles qui se mettent en place, autant de maisons de santé qui se mettent en place, des expérimentations et des outils qui se mettent en place, il faudra juste espérer qu'à un moment ou un autre, on arrive à standardiser un petit peu tous ces outils pour qu'ils arrivent à communiquer entre eux et qu'ils soient vraiment efficaces. C'est ça, parce que le problème, c'est qu'on ne communique pas encore suffisamment. On en est au début, ça avance. Gwenaëlle, on n'attendra pas 20 ans pour le DMP, le dossier médical partagé. Non, il est en place, mais par contre, pour répondre à M. Sacomano, sur la notion de structuration des logiciels, c'est effectivement... Il faut du temps, mais il faut du temps pour avoir un logiciel, un système d'information compatible pour l'ensemble des professionnels de santé, qu'ils soient en ville ou à l'hôpital. Aujourd'hui, effectivement, on va beaucoup plus vite sur des outils de téléconsultation, mais ils ne sont pas compatibles entre eux. Donc rapidement, on ne peut pas prendre en charge complètement le patient. Donc l'idée, effectivement, de prendre le temps, c'est d'avoir quelque chose de complètement structuré et qui facilitera, effectivement, sur du long terme. Ouais. Allez, on va terminer avec une dernière innovation, peut-être là aussi. Alors, ne me dites pas que ça va prendre 20 ans, parce qu'on est en pleine expérimentation, c'est la e-carte. Oui. Alors, encouragez quand même la CPAM qui vient aussi défendre son point de vue. Et c'est pas toujours facile. La e-carte vitale, qui est une expérimentation sur le département 06, elle va faciliter quoi par rapport à la carte vitale qu'on a dans le portefeuille aujourd'hui ? La e-carte vitale, effectivement, c'est une expérimentation qui rentre dans toute la partie stratégie numérique en santé, et c'est un des outils complémentaires au dossier médical partagé, puisque pour pouvoir accéder au dossier médical partagé, il faut votre carte vitale, et qu'on voit bien qu'effectivement, les patients, vous-même, n'avez pas forcément systématiquement la carte vitale sur vous. Je pense que là, si je fais un sondage, tout le monde ne l'a pas. Par contre, tout le monde a un smartphone, en général, dans sa poche. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir la carte vitale sur smartphone, et comme ça, elle sera toujours à disposition. Ouais. Donc, on démarre l'expérimentation depuis fin octobre sur le département, avec les professionnels de santé éligibles, c'est-à-dire qu'on a un logiciel qui est compatible pour l'expérimentation avec carte vitale, et les patients de ces professionnels de santé seront sollicités pour entrer dans l'expérimentation, qui doit durer 1 an, et on est sur une phase, si tout se passe bien, de généralisation sur 2021-2022. Elle aura la même activité, je veux dire, qu'une carte vitale normale. Il n'y aura pas de choses supplémentaires. On trouvera exactement la même chose. Non, il y aura exactement la même chose. Il n'y aura aucune information médicale sur la e-carte vitale. Donc, il n'y a aucun souci sur ce volet-là. Très bien. Écoutez, merci pour ces infos. Il y a des questions, ça c'est bien qu'il y en ait aussi. Il est midi, presque et demi, donc on est dans les temps. Allez-y. Alors on vous apporte un micro, comme ça on va vous entendre un peu mieux, excusez-nous. Bonjour. Moi en tout cas, quand j'ai voulu créer mon espace en étant indépendante, donc je l'ai fait il y a quelques mois, ça ne fonctionnait pas, c'était pas autorisé, donc je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui. Pour ouvrir votre dossier médical partagé. En tant que ancien RSI, quoi, ça fonctionne. C'est bon maintenant ? Si, normalement il n'y a aucune difficulté. Ok, je vais aller revoir. Et vous parlez du domicile, vous parlez beaucoup des professionnels de santé, je m'occupe aussi d'un service d'aide à domicile. Et je voulais savoir s'il y a des ouvertures aussi dans les logiciels que vous allez mettre en place par rapport à ces services-là. Tous les patients n'ont pas forcément d'infirmière libérale qui passe à la maison. Par contre, des auxiliaires de vie, pour tous les jours, ça arrive assez fréquemment. Donc je voulais savoir si on allait être concerté dans ces réunions et puis apporter aussi toute cette dimension. Votre expertise. Oui. Qui peut répondre ? Moi, je peux répondre, mais globalement, l'accès par rapport à quel... Notamment le lien ville-hôpital, on est souvent confronté à des bénéficiaires qui rentrent à l'hôpital. On a des choses aussi à communiquer à l'hôpital, et quand ils rentrent,
on a aussi besoin d'avoir certaines informations, notamment s'il y a des modifications par rapport à son état général. Non, sur la notion du dossier médical partagé, ça reste limité aux professionnels de santé. Donc, seuls les professionnels de santé pourront accéder aux informations, mais pour des raisons concrètement de secret médical, en fait. Hein. C'est ça qui est moche. Ouais. Oui, quand on dit qu'on a mis 20 ans pour le mettre pour des raisons de sécurité des informations, je pense que voilà, on a un paradigme, effectivement. Les informations médicales ne peuvent être partagées qu'avec la communauté médicale et par le patient. Oui, une question de l'ARS, du coup, ici. Bonjour, de l'Association régionale de santé. On va vous passer un micro. J'en ai un, c'est bon. Là. Ah non, pardon, ce sera après alors pour monsieur de l'ARS. Allons-y. Bonjour, j'aurais voulu savoir qui remplit le dossier médical partagé. Qui le crée, qui le remplit. Est-ce qu'on peut demander à son médecin? Est-ce qu'on n'est pas mal vu parce que ça va lui prendre du temps? Voilà, c'est vous, docteur, qui remplissez le dossier médical? Tous les nouveaux modes d'exercice qui sont lancés, on l'a peut-être pas redit, mais c'est aussi pour mieux prendre en charge le patient, mais c'est aussi de faire gagner du temps aux professionnels de santé puisqu'ils vont échanger de façon plus rapide sur les données, etc. Puisqu'on sait qu'il y a une pénurie quand même de tous les professionnels de santé et médecins surtout. C'est pas nouveau, c'est très ancien, et même si le numerus clausus a été augmenté, on mettra 10 ans à voir arriver les nouvelles promotions, donc un petit peu augmenté. Donc là, c'est un petit peu la même chose, c'est que l'idée, c'est que le patient puisse créer son DMP de façon simple et qu'après, chaque professionnel de santé, à chaque fois qu'il va prendre en charge le patient, puisse alimenter avec les données de la nouvelle consultation, des nouveaux examens, le dossier médical partagé. Alors, en fonction, et là on retombe sur cette compatibilité, et c'est pas du tout, mon propos n'était pas de mettre en cause l'assurance maladie, parce qu'effectivement on voit quand même que depuis que l'assurance maladie a le déploiement du DMP en charge, on a assisté quand même à une montée en charge de ce nombre de DMP créés par les pharmaciens. Donc ça, là c'est pareil, on a permis, au vu de toutes les expérimentations précédentes, de trouver des solutions pour aller plus vite. Donc l'idée, c'est bien que chaque professionnel de santé prenant en charge le patient puisse l'alimenter, le patient ayant quand même un droit de regard sur quelles sont les données qui sont mises dessus et quels sont les professionnels de santé qui auront accès aux données. Mais ça, c'est sur le papier. Parce qu'effectivement, nous nous battons, notamment nous en tant que médecins, à dire que normalement, dans nos logiciels métiers, nous devrions avoir une simplicité absolue de pouvoir alimenter le DMP. Et ça n'est pas encore le cas dans tous les logiciels, même si effectivement, moi je l'utilise et mon logiciel le permet de façon assez simple. C'est toujours pareil, ça prend du temps, il faut s'approprier ces nouvelles fonctions. Et ce n'est pas toujours très simple pour des professionnels de santé qui n'ont pas le temps. Et est-ce qu'en tant que patient, on peut aussi soi-même l'alimenter ? C'est ça la question de fond aussi. Donc là, il y a des malades qui n'iront jamais faire leur DMP. Les malades mentaux, les malades psychiques ne le feront pas. Ils ne vont pas créer leur dossier. Donc il faut faire appel à ceux qui dans les structures, les responsables de structures ou les psychiatres qui puissent quand même mettre en place le DMP des malades psychiques ou mentaux. Bien sûr. Alors c'est le cas. C'est-à-dire que justement, si on a vu aussi une montée du nombre de dossiers DMP créés, c'est parce que les pharmaciens se sont extrêmement engagés. D'ailleurs, on voit de plus en plus de cartes vitales sur laquelle il y a la petite étiquette collée DMP. C'est parce que ce n'est pas le patient qui crée le DMP, c'est un professionnel de santé. C'est possible. Les deux entrées sont possibles. Et l'alimentation après peut se faire aussi de façon concomitante, mais quand même avec une utilité supplémentaire du professionnel de santé, parce qu'on peut supposer que l'information, justement dans les cas que vous avez cités là, sera beaucoup plus précise et beaucoup plus scientifique si c'est le professionnel de santé qui l'alimente. Peut-être pour compléter, par exemple dans les EHPAD, les structures d'hébergement des personnes âgées et dépendantes, on a un partenariat avec les EHPAD où ces structures, avec l'accord et le consentement soit du patient, soit de la famille, du représentant, ouvrir les DMP pour leurs patients, pour pouvoir mettre tous les documents nécessaires pour une prise en charge et une connaissance, notamment le dossier médical d'urgence qui est obligatoire quand un patient en EHPAD doit être hospitalisé. Toutes les informations seront mises dans le DMP. Donc même pour des patients qui ne peuvent pas l'ouvrir eux-mêmes, on peut mettre en place des partenariats avec des structures pour pouvoir ouvrir les DMP.
toutes les structures pourront effectivement, hein, mais encore faut-il que les structures médico-sociales aient un logiciel qui soit compatible pour alimenter derrière le DMP. Et là, après, c'est ce qu'on voit hein, dans les hôpitaux, les cliniques ou les EHPAD. La problématique est effectivement de ce logiciel DMP compatible, comme l'indiquait le docteur Sacomano. Une question, monsieur, on vous écoute. Oui, bonjour, merci encore. Ma question, c'est plutôt au niveau aussi de la médecine du travail. Est-ce que, parce que je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, la médecine du travail fait un petit peu le relais par rapport à toutes les nouveautés notamment sur le dossier que vous évoquez. Est-ce que ça va se faire et est-ce que la médecine prendra le relais là-dessus? Est-ce qu'on va être global au point d'intégrer voilà. aussi la médecine du travail dans ces nouvelles formes, dans ces nouvelles organisations pour le démocratiser. Alors sur la notion de dossier médical partagé, non, la médecine du travail n'a pas accès au dossier médical partagé. En revanche, il y a de plus en plus de travaux pour intégrer dans les relations assurance maladie la médecine du travail, pour travailler en amont sur les parcours patients et notamment des patients d'arrêt de travail pour faciliter le retour à la vie active. Encore une question? Non, oui, monsieur, on vous écoute. Oui, Pascal Lamory, représentant de l'Association française des diabétiques. Vous nous avez reparlé du dossier médical partagé que l'on attend tous effectivement avec impatience. Il y a un dossier qui existe depuis très longtemps aussi, qui fonctionne bien, qui est le dossier pharmaceutique. Je suis toujours surpris qu'il n'y ait pas de lien entre les deux. Est-ce que c'est quelque chose qui est appelé à évoluer ? Oui, c'est prévu. On est en train de travailler sur l'évolution du DMP pour qu'il y ait un lien entre le DMP et le DP, donc le dossier pharmaceutique. J'ai plus la date, mais de mémoire, c'est d'ici 2021 au plus tard. Normalement, il y aura un lien entre les deux. Et c'était une demande forte des pharmaciens d'avoir ce lien. Une question encore? Non. Sur l'Agence régionale de santé, je crois qu'on a répondu à la question que vous posiez tout à l'heure, j'ai l'impression. C'est ça. Juste une observation à l'ouverture. Le témoignage du docteur Cresson l'a bien illustré, c'est que le progrès aussi médical, on a parlé des chimiothérapies orales, sorte aussi qu'il y a moins d'hospitalisation complète, d'où la nécessité aussi pour l'établissement de santé de bien justement travailler la question domicile, et c'est illustré par la création de l'unité au centre Antoine Lacassagne. Juste sur les CPTS, dernier commentaire que je voulais faire. Effectivement, ça paraît excessivement complexe vu entre les maisons de santé pluriprofessionnelles, les communautés professionnelles de territoire de santé, mais simplement pour rappeler que la loi Ma Santé 2022, qui a repris les CPTS qui figuraient dans la loi de 2016, mais permet aux professionnels de santé libéraux d'un territoire qu'ils délimitent eux-mêmes de pouvoir s'organiser. Donc le modèle est bien là, vraiment faire en sorte que ce soit les acteurs de terrain qui s'organisent sur un territoire, mais vraiment de terrain, de proximité, tous les acteurs, et de bien associer aussi à la fois l'hôpital, lorsqu'il est présent sur le périmètre géographique, pour mieux justement travailler cette dimension de parcours, et puis surtout aussi le médico-social en lien notamment avec les EHPAD et les structures pour personnes handicapées. Donc là, les aides-soignants dont on parlait tout à l'heure peuvent rentrer aussi dans le dispositif ? Ouais. Tous les professionnels de santé, que ce soit à travers un service soins infirmiers à domicile, etc., peut bien entendu participer à la réflexion d'une CPTS. Très bien. Est-ce que on en a terminé avec les questions? Auquel cas, on va vous souhaiter un bon appétit. C'est tout bon? Merci beaucoup à vous.